Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Dans l'actualité de ce 21 juin 2025, tension au Moyen-Orient, un espoir pour la paix, c'est la question ce soir. Donald Trump, le président américain, relance la voie diplomatique entre Israël et l'Iran. À Genève, par exemple, les chefs de la diplomatie française, allemande et britannique ont rencontré leur homologue iranien, une tentative fragile mais décisive pour désamorcer les tensions. Meta, Apple et Google se livrent une bataille acharnée autour de la vérification de l'âge des utilisateurs sur les réseaux sociaux. En toile de fond, la protection des mineurs, la régulation européenne et les enjeux économiques du marketing d'influence, un bras de fer technologique et politique qui agite tout le secteur du numérique. À Limoges s'est ouvert le procès très attendu de la mort de Kenji, 17 ans, renversé par un véhicule de gendarmerie lors d'un contrôle routier en 2020. Pour la famille, c'est l'heure de la vérité. Pour les juges, un dossier sensible marqué par les zones d'ombre, une mère en quête de justice et des magistrats face à un drame humain et institutionnel. Un prototype de la fusée Starship a explosé lors d'un essai au sol sur le site de SpaceX au Texas. L'incident spectaculaire mais sans victime jette une ombre sur le programme spatial ambitieux de l'entreprise milliardaire Starship, censé amener pourtant un jour des humains sur Mars, connaît un nouveau revers. Et ce soir, dans l'enquête du Grand News, rebondissement dans une affaire qui hante la France depuis près de 40 ans. C'est l'affaire du petit Grégory Villemain, disparu à 4 ans, retrouvé ligoté. Nous connaissons aujourd'hui un nouvel épisode judiciaire. Jacqueline Jacob, la grande-tante de l'enfant retrouvée mort dans la Vologne en 1984, est à nouveau dans le viseur de la justice. Pourquoi ce nom ressurgit-il aujourd'hui? Que disent les nouvelles expertises? Nous recevrons dans un entretien exceptionnel une journaliste d'investigation qui a travaillé sur cette affaire emblématique pendant plusieurs années. Un récit glaçant, un dossier toujours ouvert, c'est à suivre dans l'enquête du Grand News à la fin de cette édition. C'est peut-être un tournant dans l'un des dossiers géopolitiques les plus explosifs de la planète. À Genève, la diplomatie reprend ses droits et alors que les tensions entre Israël et l'Iran n'ont jamais été aussi vives, une réunion de crise de haut niveau s'est d'ailleurs tenue en Suisse en présence des chefs de la diplomatie française, allemande et britannique. Une rencontre avec l'Iran sous le regard attentif des États-Unis. Le chef de l'État américain, Donald Trump, dans une démarche inhabituelle, a semblé vouloir donner sa chance au dialogue, mais cette main tendue peut-elle réellement apaiser les tensions? Éclairage dans ce reportage signé Bernard Fleury. Genève, vendredi matin. Derrière ces vitres feutrées, une réunion diplomatique d'une importance capitale. Autour de la table, les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, et un invité de marque, le chef de la diplomatie iranienne. C'est la première fois depuis des mois que l'Iran accepte un échange à ce niveau, sur fond de tensions croissantes avec Israël. Car les dernières semaines ont vu une dangereuse escalade. Israël accuse Téhéran de renforcer son influence dans la région, notamment via le Hezbollah libanais. De son côté, l'Iran se dit menacé par les frappes israéliennes ciblées. Et puis, il y a eu ce signal inattendu venu de Washington. Donald Trump, dans un rare message d'apaisement, évoque publiquement la possibilité d'une trêve. L'Iran est affaibli. Son programme nucléaire suscite des inquiétudes, mais Trump a compris qu'il pourrait y avoir un bénéfice à faire une pause. Reste à savoir si Israël suivra, raconte Gregory Bruce, chercheur aux États-Unis. Car derrière cette relance diplomatique se cache une autre urgence, celle du nucléaire. L'Iran continue d'enrichir son uranium, malgré les appels à la transparence. Les chancelleries européennes espèrent désamorcer la crise avant qu'elle n'embrase une région déjà instable. Mais les prochaines semaines seront cruciales. Pour l'instant, le dialogue est relancé. Mais la paix, elle, reste encore un pari risqué. C'est une bataille silencieuse mais stratégique au cœur du numérique. Meta, Apple ou encore Google, les géants de la tech s'affrontent sur un terrain sensible, la vérification de l'âge des jeunes internautes. L'objectif affiché est de mieux protéger les mineurs sur les réseaux sociaux, mais derrière cette croisade éthique se cache une lutte d'influence, de données et surtout de milliards. Enquête en bras de fer mondial entre titans du numérique, c'est un reportage signé Laure Blanc.
Ce sont les maîtres du monde numérique. Meta, Apple, Google. 3 géants pour une même promesse, protéger les plus jeunes sur leur plateforme. Car aujourd'hui, des millions d'adolescents se connectent chaque jour, parfois dès 11 ou 12 ans, en contournant facilement les restrictions d'âge. Et les régulateurs européens haussent le ton. Bruxelles réclame une vérification d'âge réellement efficace. Une spécialiste du droit numérique nous dit, ce que demande l'Europe, c'est simple, que les plateformes prouvent que les utilisateurs mineurs ont bien l'âge légal. Et qu'ils ne soient plus exposés à certains contenus ou à des publicités ciblées. Mais qui dit vérification de l'âge dit collecte de données, et donc tension entre les géants. Meta propose une vérification faciale par IA. Apple préfère laisser le contrôle aux parents. Google mise sur le contrôle d'accès via le système Android. 3 visions, 3 stratégies. En réalité, au-delà de la protection des jeunes, c'est aussi une guerre pour le pouvoir sur les données, la publicité et l'attention des générations futures. Car plus les plateformes savent qui vous êtes, plus elles vendent cher vos profils aux annonceurs. Et le marché des mineurs, longtemps tabou, est aujourd'hui très lucratif. L'Europe promet des sanctions si rien ne change. Mais face à la puissance de ces géants, la régulation avance, à petits pas. L'enjeu n'est pas seulement technique. Il est aussi moral. Qui doit protéger les enfants dans un monde numérique sans frontières? Une mère, des larmes et des années d'attente pour obtenir justice. À Limoges, s'est ouvert le procès de la mort de Kenji, un adolescent de 17 ans, percuté par un véhicule de gendarmerie lors d'un contrôle routier datant de 2020. L'émotion est immense et la famille réclame des réponses. Les faits, eux, restent encore flous. Ce procès soulève des questions sur les circonstances du drame et le rôle des forces de l'ordre. Reportage signé Henri Leboeuf. Le procès s'est ouvert dans un silence respectueux. À la barre, une mère en deuil. Dans ses mains, le portrait de son fils, Kenji, fauché à 17 ans par un véhicule de gendarmerie en décembre 2020. Depuis ce jour-là, elle réclame justice. Ce matin encore, ces mots ont bouleversé la salle. Un enfant qui meurt, c'est une partie de soi qui meurt aussi. Les faits remontent à près de 5 ans. En pleine nuit, alors que la voiture dans laquelle se trouve Kenji tente d'éviter un contrôle, un gendarme ouvre le feu. L'adolescent est mortellement touché. La version des faits a longtemps été contestée. La famille dénonce une bavure, un usage disproportionné de la force. Ce procès doit établir la vérité. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'un drame qui soulève des questions sur les pratiques de contrôle. De son côté, le gendarme mis en cause affirme avoir agi dans un contexte de danger immédiat. Mon client n'a jamais voulu tuer. Il a tiré pour stopper un danger. Ce procès n'est pas celui d'un homme, mais d'un moment tragique. Les audiences vont se poursuivre toute la semaine. La mère de Kenji, soutenue par des associations, espère que ce procès ne sera pas un enterrement judiciaire. Pour la justice, il s'agit de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là. 5 ans après les faits, une question reste suspendue dans la salle d'audience. La mort de Kenji était-elle évitable? C'est un revers spectaculaire pour SpaceX. Elon Musk, au Texas, un prototype de la fusée Starship a explosé lors d'un essai au sol. Un incident impressionnant qui s'est déclaré sans victime mais qui soulève des questions sur la fiabilité du programme spatial censé révolutionner les vols habités vers la Lune et vers Mars. Que s'est-il passé réellement et quelles conséquences pour la suite du projet Starship? Élément de réponse dans ce reportage signé Claire Dussault. Une boule de feu gigantesque. Ce 20 juin, à Boca Chica au Texas, le prototype de Starship n'a pas résisté. En pleine phase de test au sol, l'engin a explosé, réduisant des mois de travail en un nuage de flammes. Aucun blessé n'est à déplorer. Mais pour SpaceX, c'est un coup dur. Starship est le fleuron de la conquête spatiale selon Elon Musk. C'est la fusée la plus puissante jamais construite. Elle est conçue pour emmener l'humanité sur Mars. Ce système de lancement de nouvelle génération doit, à terme, remplacer les fusées Falcon et permettre des missions lunaires avec la NASA, mais aussi des vols commerciaux intercontinentaux. Mais cette explosion soulève des questions. D'où vient la défaillance? Était-ce un problème de moteur, de pressurisation, ou un défaut structurel?
On est dans une phase de tests expérimentaux. Les échecs sont fréquents, mais celui-ci rappelle la complexité extrême de l'engin, nous dit un expert. Ce n'est pas la première fois que Starship explose. Mais SpaceX avance malgré tout, et chaque échec est étudié dans les moindres détails. Elon Musk reste confiant. Pour lui, ces revers sont normaux dans un processus aussi ambitieux. Starship est censé voler de nouveau d'ici fin 2025, cette fois avec un vol orbital complet. Mais l'explosion de ce prototype rappelle une vérité simple, même pour SpaceX, l'espace reste un terrain instable et risqué. C'est un nom qui revient près de 40 ans après le drame. Jacqueline Jacob, grande tante du petit Grégory, est à nouveau dans le viseur de la justice. Alors que l'enquête semblait figée, un nouvel éclairage relance les soupçons de cette figure longtemps restée en retrait. Dans un instant, nous vous proposerons un document exceptionnel des éléments du dossier réexaminés par les magistrats et un entretien exceptionnel avec une journaliste d'investigation qui a suivi cette affaire pendant plus de 10 ans. Une affaire hors norme, un enfant de 4 ans retrouvé ligoté dans la Vologne. Et toujours cette même question, qui a tué le petit Grégory Villemain, 4 ans? Voici l'enquête du Grand News, signée Laure Blanc et toute son équipe. 16 octobre 1984. Le corps du petit Grégory Villemain est retrouvé dans la Vologne, pieds et poings liés. Un meurtre d'enfant, inexpliqué, devenu l'une des affaires criminelles les plus complexes de l'histoire judiciaire française. L'affaire a connu des dizaines de rebondissements. En 2017, après une nouvelle vague d'auditions, Jacqueline Jacob, grand-tante de l'enfant, est mise en examen pour enlèvement et séquestration. Et aujourd'hui, en juin 2025, elle est à nouveau convoquée, après de nouvelles analyses d'experts et l'exploitation affinée des lettres anonymes. L'un des courriers les plus glaçants avait pour signature, le « corbeau ». Une écriture menaçante. Des mots lourds de haine, le chef est mort. J'ai bien rigolé. Selon les nouvelles analyses, la correspondance de 1983 et 1984 pourrait être attribuée à Jacqueline Jacob. Une journaliste, qui va intervenir avec John dans quelques instants, nous dit « Jacqueline Jacob a toujours nié ». Ce qui est troublant aujourd'hui, c'est la convergence d'éléments, chronologie, style et témoignages recoupés. Le couple Jacob, longtemps protégé par l'ombre du clan familial, pourrait à nouveau être entendu. La justice, de son côté, reste prudente. Ce n'est pas une mise en cause définitive. Mais cette relance judiciaire montre que les magistrats n'ont jamais réellement refermé le dossier. Près de 40 ans après la mort du petit Grégory, les mêmes visages reviennent. Les mêmes douleurs, aussi. Jacqueline Jacob, aujourd'hui âgée, reste présumée innocente. Mais le fantôme de la Vologne, lui, continue de rôder. Quand vous repensez à cette affaire liée donc à l'affaire du petit Grégory Villemain, disparu en 1985, quelle image vous revient en premier? C'est une question assez poignante. L'affaire du petit Grégory a marqué tellement de monde. L'image qui revient souvent, c'est celle de ce petit garçon innocent avec ses boucles blondes et aussi l'image de la rivière qui reste gravée dans la mémoire collective. C'est une histoire tellement triste et complexe. Qu'est-ce qui, selon vous, a été le plus gros raté dans cette enquête? C'est difficile de n'en citer qu'un, mais beaucoup de gens pensent que la gestion des preuves et la communication entre les différents services de police ont été de grands ratés. Il y a eu beaucoup de fuites dans la presse, des conflits d'ego et ça a vraiment compliqué la recherche de la vérité. Est-ce qu'il y a eu des pressions, des consignes non dites venant de la hiérarchie? Il y a eu pas mal de spéculations à ce sujet. Certains disent que l'enquête a pu être influencée par des pressions politiques ou hiérarchiques, mais ça reste difficile à prouver. En tout cas, l'affaire a été très médiatisée et ça a certainement mis une pression supplémentaire sur les enquêteurs. Avez-vous le sentiment que la vérité a été volontairement étouffée? C'est une question que beaucoup de gens se posent encore et c'est ce qui rend cette affaire aussi fascinante et frustrante. Il y a tellement de zones d'ombre et certains pensent effectivement que des vérités ont pu être cachées, que ce soit pour protéger certaines personnes ou par manque de transparence. Mais bon, sans preuve concrète, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Est-ce qu'on a trop voulu chercher un coupable dans la famille ?
C'est vrai que l'enquête s'est beaucoup concentrée sur la famille et ça a parfois donné l'impression qu'on cherchait absolument un coupable parmi les proches. Il y a eu beaucoup de tensions, de soupçons et ça a sans doute compliqué la recherche de la vérité en élargissant peut-être moins rapidement les pistes extérieures. Et le corbeau, est-ce qu'on a vraiment tout fait pour le démasquer ? C'est une autre grande question de l'affaire. L'identité du corbeau, avec toutes ces lettres anonymes, est restée un mystère. Il y a eu des analyses graphologiques, des écoutes, mais malgré tous les efforts, on n'a jamais pu identifier formellement la personne derrière ces lettres. C'est l'un des nombreux mystères qui entourent encore cette affaire. Est-ce que croyez-vous encore aujourd'hui qu'on saura un jour qui a tué le petit Grégory ? C'est difficile à dire. Beaucoup de personnes gardent l'espoir que la vérité finira par émerger, surtout avec les avancées technologiques en matière de sciences forensiques. Parfois, il suffit d'un nouvel indice ou d'une nouvelle analyse pour faire la lumière sur une affaire, même après des décennies. Donc, on peut toujours espérer qu'un jour, on connaîtra enfin la vérité. Pourquoi cette affaire a-t-elle cristallisé autant de tensions entre police et gendarmes ? Il y avait une sorte de rivalité historique entre la police et la gendarmerie et cette affaire est vraiment devenue emblématique de cette tension. Les deux corps avaient des approches différentes, il y a eu des désaccords sur la manière de mener l'enquête et parfois même un manque de collaboration. Du coup, ça a créé des frictions et malheureusement, ça a probablement nui à l'efficacité de l'enquête. Certains collègues ont-ils abandonné en route par écœurement ? Oui, on sait que cette affaire a été très éprouvante pour de nombreux enquêteurs. Certains ont effectivement quitté l'enquête, parfois par frustration ou parce qu'ils étaient écœurés par les difficultés et les tensions autour de l'affaire. C'était une enquête complexe, médiatisée et ça a forcément pesé sur le moral de ceux qui y ont travaillé. Comment avez-vous, à titre personnel, vécu l'emballement médiatique ? Oh, c'est gentil de poser la question comme si j'avais vécu cette période. Je pense que pour beaucoup de gens, l'emballement médiatique autour de cette affaire a été assez marquant, avec une couverture presque constante et ça a vraiment touché l'opinion publique. C'était une autre époque, mais ça a sans doute façonné la manière dont on perçoit les grandes affaires judiciaires aujourd'hui. Et à titre personnel, cette affaire vous a-t-elle hanté ? C'est vrai que c'est une affaire qui marque les esprits et qui continue de fasciner même des décennies plus tard. Je pense que pour beaucoup de gens, elle reste présente en arrière-plan parce qu'elle symbolise un mystère non résolu et une quête de justice inachevée. Donc d'une certaine manière, oui, elle hante un peu tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné, on a eu peur de découvrir une vérité plutôt lourde ? Oui, c'est possible, parce que parfois la vérité peut être difficile à accepter, surtout dans une affaire aussi médiatisée et complexe. Il y a toujours cette crainte que la vérité soit plus sombre ou plus dérangeante qu'on ne l'imagine. Ça peut aussi expliquer certaines réticences ou certaines lenteurs dans l'enquête, parce que faire face à cette vérité peut être très difficile. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui n'étaient pas encore nés, quand l'affaire du petit Grégory a-t-elle commencé ? Bien sûr, l'affaire du petit Grégory a débuté en octobre 1984, quand le corps du petit Grégory Villemain, qui avait seulement 4 ans, a été retrouvé dans la Vologne, une rivière dans les Vosges. Cette affaire a très vite pris une ampleur nationale et elle continue de susciter beaucoup d'intérêt et de questions, même aujourd'hui. Et si vous pouviez parler aujourd'hui à la famille du petit Grégory Villemain, que leur diriez-vous ? Je pense que je leur dirais avant tout que beaucoup de gens pensent encore à eux et à Grégory et qu'il y a énormément d'empathie et de soutien même après toutes ces années. Je leur souhaiterais beaucoup de courage et j'espère qu'un jour ils pourront trouver la paix et des réponses à leurs questions. Merci à vous, Émilie Lemoine. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous avez aussi enquêté sur l'affaire du petit Grégory. Nous vous remercions d'avoir pu vous libérer pour l'enquête du Grand News.
merci à vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet et d'apporter un éclairage même modeste. Et une information média à présent. Léa Salamé s'apprête à relever un nouveau défi. La journaliste de 45 ans prendra les rênes du 20h à la rentrée sur France 2, succédant ainsi à Anne-Sophie Lapix, une nomination qui confirme l'ancrage de la journaliste dans le paysage audiovisuel français. Alors qui est vraiment Léa Salamé? Son portrait avec Claire Dussault. Sourire assuré, regard franc, ton direct. Léa Salamé, c'est une voix bien connue du paysage audiovisuel français. Et à la rentrée prochaine, elle prendra les commandes du 20h de France 2, un des rendez-vous les plus scrutés de l'actualité. De son vrai nom Léa Salamé, elle naît en 1979 à Beyrouth, au Liban, en pleine guerre civile. Sa famille fuit le pays et s'installe en France. Son père, Ghassan Salamé, est un intellectuel renommé et ancien ministre libanais. Très vite, Léa se passionne pour le débat public. Elle étudie à Sciences Po Paris, puis à New York, avant de faire ses premiers pas à France 24, puis à iTélé. Elle se fait remarquer par son ton franc, sa capacité à interrompre sans agressivité et sa curiosité sans concession. En 2014, elle intègre l'équipe de On n'est pas couché sur France 2, face à des invités politiques et culturels parfois très virulents. Une école du direct. J'aime le débat, j'aime qu'on aille au fond. C'est pour ça que je fais ce métier, raconte Léa Salamé dans une interview. En parallèle, elle prend les rênes de la matinale politique de France Inter. Chaque matin, elle reçoit les figures qui font l'actualité, avec ce style à la fois incisif et respectueux. Mais Léa Salamé ne se limite pas aux politiques. Elle s'intéresse aux voix invisibles, au parcours de femmes, aux grandes transformations du monde. En 2022, elle co-anime Élysée 2022 puis devient visage incontournable des soirées électorales sur France 2. Elle incarne une nouvelle génération de journalistes politiques, avec une présence forte, mais sans surplomb. Elle est redoutée, mais aussi respectée. À la rentrée 2025, Léa Salamé succédera à Anne-Sophie Lapix au JT de 20h. Derrière l'intervieweuse, il y a une passion, celle de l'info. Voilà, on suivra de très près les premiers pas de Léa Salamé sur France 2 dans le journal de 20h du lundi au jeudi en septembre prochain. Et pour complètement conclure cette édition, j'apprends qu'un drame s'est joué dans le ciel brésilien ce samedi 21 juin. Une montgolfière transportant 21 personnes a pris feu avant de s'écraser dans l'état de Santa Catarina au sud du pays. Le bilan est lourd, 8 personnes ont perdu la vie, 13 ont donc survécu, certaines grièvement blessées. Le gouverneur de l'État a confirmé l'information sur des réseaux sociaux. Une enquête est actuellement en cours pour comprendre l'origine de l'incendie. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons samedi prochain pour de nouvelles informations. D'ici là, passez une très belle soirée, un très bel été et belle fête donc des feux d'artifice ce soir. Merci, bonsoir.